Aujourd'hui, je vais vous proposer de réfléchir aux paradoxes qui s'opposent dans votre activité et de voir comment, d'un paradoxe, on peut faire une ressource. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de paradoxe mindset, d'état d'esprit paradoxal. C'est un grand mot, un gros mot. Mais si vous butinez sur Internet, vous allez voir que derrière ce truc, il y a plein de petites choses qui sont, j'ai envie de dire, puissantes, intéressantes. On y va. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je vous parlais de l'importance de bien se pencher sur un problème avant de commencer à chercher des solutions. Et j'avais démarré avec ce slide et cette phrase un sociologue que je trouve extraordinaire. C'est un truisme, mais derrière, c'est très puissant. Le problème, c'est le problème. Je rajoutais deux choses qu'on avait trop souvent la tentation d'aller à la solution directement, tellement directement qu'on passait à côté du sujet. Je pointais une deuxième chose, c'est que bien souvent, la familiarité apparente du problème pouvait nous induire en erreur. Nous induisant en erreur, on passait à nouveau à côté du problème. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse la même chose, mais avec un détour, non plus par la complication et la complexité, mais un détour par les paradoxes, par accueillir les paradoxes comme une ressource. Face à un paradoxe, toujours ces deux dangers, hein. Ils ne changent pas, ils restent là. C'est tentant d'aller vers la solution, c'est tentant de croire que la solution qu'on a est forcément la bonne puisqu'on connaît la situation. En fait, on est toujours tenté de simplifier, de voir les choses en noir et blanc. Ce qui est un avantage, ça nous permet d'effacer les contradictions, d'effacer ce qui nous gêne. Et ça permet d'avancer plus vite. Et pourtant, et pourtant, ne pas effacer la contradiction permet des choses qui sont tout à fait pertinentes. Et aujourd'hui, on va aller taper cette pertinence. Oui, parce que bien souvent, le réel n'est pas très simple. Souvent, il est nuancé, il est contradictoire, il est même paradoxal dans certains cas. Face à une contradiction, un paradoxe, un truc qui nous heurte, qui nous irrite, la tentation, j'ai envie de dire naturelle, c'est de passer en mode défensif. Plutôt que de se confronter à ces difficultés, eh ben, on va effacer la contradiction. On va effacer la traduction et on va, ce que j'appelle, faire de la logique de ou. De la logique de ou. Je vais choisir entre café et dessert. Vous voulez quoi aujourd'hui, café ou dessert? Eh ben non, on va arrêter logique de ou, on va passer en logique de et. Logique de et, parce que c'est dans le et que le paradoxe s'appréhende. Et ça apprend à faire avec. Ça apprend à faire avec l'incertitude, avec la tension. Parce qu'en fait, les gens se trompent. La tension, c'est pas être écartelé entre deux extrêmes. C'est pas être en surtension. La tension, c'est le lien entre deux points. C'est le lien suffisamment tendu pour qu'on puisse marcher sur le fil. Et je vous propose de revisiter cette ligne de crête. Alors, c'est quoi un mindset paradoxal, vous allez me dire? C'est quoi le paradoxal mindset en anglais? Peut-être que la façon la plus simple de le décrire, c'est que c'est une façon de penser qui accepte la contradiction, qui accepte les tensions qui se nichent dans la contradiction. C'est une approche qui ne cherche pas à éviter la contradiction et la tension, ni qui cherche à la résoudre, mais elle cherche à s'y confronter parce que peut-être que là, il y a un sujet. Et d'ailleurs, elle essaye d'éviter
le piège de résoudre le paradoxe. On cherche à résoudre un problème, pas le paradoxe. D'ailleurs, probablement que le paradoxe, on ne pourra pas le faire tomber. L'avantage, c'est que ça favorise une pensée qui est plus nuancée, plus flexible. Ça permet d'avancer avec plus d'aisance. Pas de façon simple, mais avec plus d'aisance. C'est une approche pertinente à un niveau individuel, au niveau d'une organisation, notamment dans un environnement complexe. Et c'est génial parce que le paradoxe, bien souvent, ça n'est pas le problème auquel on s'attaque. Et c'est tout ça qu'on va voir ensemble. En pratique. En pratique, souvenez-vous, vous savez déjà jouer avec des paradoxes. Vous le savez d'autant mieux que vous êtes entrepreneur. Chez Melsion, vous savez qu'on aime bien vous dire que l'entrepreneur a deux besoins. Ces deux besoins sont intimement liés. Il y a d'une part le besoin de réalisation, le besoin de dépassement. Et il y a d'autre part le besoin de contrôle de sa destinée, le besoin de liberté. C'est quand même une liberté sacrément paradoxale. Vous vous souvenez peut-être de la phrase de Tabarly que j'ai déjà utilisée avec vous et que je vais paraphraser. L'entrepreneuriat n'est pas, contrairement à ce que certains imaginent, la liberté. Entreprendre, c'est accepter les contraintes que l'on a choisies. Et c'est un privilège. La plupart du temps, les gens subissent ces contraintes qu'on leur a imposées. Elle est donc paradoxale, la liberté de l'entrepreneur. C'est lui qui va scoltiner les ennuis. Et il va les coltiner avec la responsabilité jusqu'au bout. Donc vous savez faire avec les paradoxes. Vous savez le faire, au moins en partie. D'ailleurs, si je vous demande de jeter des paradoxes sur la table, il vous faudra pas 5 minutes les uns et les autres pour me sortir des trucs qui se rattacheront probablement à des exemples simples du type, je dois allouer des ressources contraintes. Je ne peux pas utiliser deux fois la même ressource. Elle sera faite pour un truc ou pour l'autre. Donc il y a un paradoxe à vouloir tout faire avec peu de ressources. Oui, il y a un paradoxe à vouloir tout faire avec peu de ressources. Et pourtant, on peut le faire. Vous allez me dire, un des paradoxes, c'est ah, je réduis le coût et j'augmente la qualité de service. De façon intuitive pour plein de gens, la meilleure façon de réduire les coûts, c'est de réduire la qualité de service. C'est vrai. Mais il y a un paradoxe fructueux, il est d'ailleurs utilisé dans plein de méthodes. Souvent, en améliorant la qualité de service, on peut littéralement réduire les coûts. Il y a plein de preuves, on pourrait passer certaines en vue. Mais c'est des trucs aussi plus subtils. En tant qu'entrepreneur, vous devez déléguer et contrôler. Et quoi de plus paradoxal que de savoir déléguer et de contrôler? Tenir le stress et se détendre. Il faut que vous résistiez au stress. Tenez, soyez fort, tenez. Oui, mais attendez, sachez vous détendre, sachez évacuer le stress, le mettre de côté. Et on en a à l'infini, hein. Notamment, je l'aime beaucoup celui-là, soyez au clair sur votre vision. Oui, mais occupez-vous des clients avec leurs problèmes, quand bien même c'est pas dans la vision que vous avez, parce que c'est vos clients. Perdre un client, perdre un client, c'est très cher. C'est plus cher, c'est très cher et ça suppose de débourser de l'argent pour en trouver un autre. Donc il y a des moments où votre vision, elle est bien, mais il faut savoir composer avec. Faites des économies et développez le service client. Ça se rapproche du premier. J'ai envie d'aller avec vous dans un exemple un peu plus concret auquel un de mes clients a été confronté. Il est concret, mais il est sacrément épineux. Il est sacrément épineux. Il est subtil. Un entrepreneur, une holding, plusieurs filiales. L'ensemble est compliqué parce que l'actionnariat est éclaté. Il est éclaté dans la holding, il est éclaté dans les filiales. Donc ça veut dire qu'en plus de gérer sa boîte, l'entrepreneur gère plein d'actionnaires à des niveaux différents. Donc, à côté de gérer sa boîte, en fait, il gère des écosystèmes d'actionnaires. Il fait plusieurs AG par an. Il prépare plusieurs AG par an. Il parle à des actionnaires différents ou communs, aux intérêts contradictoires ou différents. Et le truc qui est embêtant, c'est que là-dedans, il y a une filiale qui est épuisante. Elle est superbe, mais elle n'est pas encore rentable. Elle demande encore de l'énergie, des soucis financiers. Mais demain, il est assez probable que ce serait une filiale ultra rentable.
Le problème est tellement complexe pour l'entrepreneur qu'en fait, pour lui, l'alternative, c'est je vends la filiale et je m'attaque à la simplification ensuite de mon organisation, ou, ou je consacre l'essentiel de mon temps à la filiale, parce que le jour où elle sera rentable, je pourrai m'attaquer à la simplification de l'organisation. Le problème, si je peux le tourner de façon triviale, tel que beaucoup seraient tentés de le tourner, c'est je manque d'énergie pour affronter les deux sujets. Donc je vais traiter l'un, puis l'autre, ou je vais faire disparaître l'un pour pouvoir attaquer l'autre. C'est possible, c'est pertinent. La question, c'est est-ce que c'est efficace? Ou est-ce que c'est ce qu'il y a de plus efficace? Donc, ce que je vous propose, c'est de trouver des clés d'action pour avancer avec la tension, avec le paradoxe. Vous vous souvenez le problème? Je manque de ressources et d'énergie pour affronter les deux problèmes en même temps. Donc, je vais aller dans une logique de eh ben non, on s'arrête 2 secondes et on va chercher, au travers des clés d'action que je vais vous partager, à voir comment on pourrait aller penser dans une logique de et l'intérêt pour la filiale et la, la réorganisation du groupe dans son ensemble. C'est d'autant plus pertinent que notre entrepreneur est approché par un autre entrepreneur qui dit, moi, ta filiale, je la trouve chouette, je suis prêt à la reprendre. Tout d'un coup, la tentation devient encore plus forte de vendre la filiale. Eh bien non, on va résister. On va essayer de dépasser le compromis ou n'exploiter qu'une des deux branches. La première chose que je vous propose comme clé d'action, c'est tenter de reformuler la question. Le but, évacuer l'alternative justement simpliste. Évacuer aussi la tentation du un problème, une solution. J'ai plus d'énergie, je tue un des deux problèmes. Par exemple, si je reformule la question intelligemment, peut-être que je vais retrouver un certain confort dans l'inconfort. Peut-être que c'est comment, en reliant le besoin de moyens pour développer cette filiale et la réorganisation du groupe, je peux faire de la magie. Le simple fait d'avoir reformulé la question comme ça me permet de basculer sur un truc que Patrick aime beaucoup, les modèles mentaux. Les modèles mentaux, souvenez-vous, c'est Farnham Street, j'ai un blanc sur son nom, mais c'est pas très grave, qui propose plusieurs modèles mentaux, dont celui de l'expérience de pensée. L'expérience de pensée, c'est un truc génial. C'est comment, sans prendre de risques, je cherche à imaginer rendre possible l'impossible. Comment je cherche à explorer une idée en me donnant le temps de le faire sous un autre angle, en allant chercher plusieurs personnes pour discuter avec eux, pour réfléchir aux conséquences potentielles. Faites l'expérience de pensée de comment je peux trouver les moyens pour développer ma filiale et simplifier mon organisation en même temps. Et pendant que vous utilisez cette expérience de pensée, essayez de raisonner système. Système, c'est un truc très puissant. En même temps que vous faites l'expérience de pensée, ou plutôt au début de l'expérience de pensée, élargissez votre regard. C'est pour ça que c'est bien de faire les expériences de pensée avec plusieurs personnes. J'ose pas dire, c'est bien de le faire avec votre conseiller émulsion. J'ose pas dire embaucher un conseiller émulsion pour faire des expériences de pensée, mais je suis quand même très tenté de le faire. Vous comprenez pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire quand on pense système? On va d'abord se dire quels sont les acteurs du système, quelles sont les parties prenantes, quels sont leurs besoins, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs intérêts. Et vous allez pouvoir faire ce truc assez puissant qui est arrêter de penser pour vous, mais de vous dire, ah ben tiens, aujourd'hui je suis Michael. Je suis Michael. C'est quoi l'intérêt de Michael dans cette histoire d'actionnariat? Parce que Michael est un de mes actionnaires. C'est pas forcément le plus simple. Pourquoi c'est pas forcément le plus simple? Est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans ses besoins? Est-ce que il m'explique qu'il veut sortir à tout prix? Mais pourquoi il veut sortir à tout prix? Est-ce qu'il a peur de perdre de l'argent? Est-ce qu'il a peur de ne jamais le retrouver? Etc., etc.
Regardez le système, regardez les parties prenantes, regardez les problèmes, regardez les liens entre les problèmes. Posez-vous la question des informations qui vous manquent. On aime bien raisonner avec les informations qu'on a. On devrait de temps en temps se poser la question des informations qui nous manquent. Parce que ce faisant, vous allez voir que probablement les problèmes sont entremêlés. C'est un peu ce qui s'est passé avec mon entrepreneur. Quand on a passé l'étape de la reformulation, je lui ai posé la question, mais tu sais, le gars qui veut entrer au niveau de ta filiale, est-ce qu'il pourrait avoir un intérêt à rentrer dans la holding? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est l'aventure que tu dessines ou c'est le sous-projet? Ah non, c'est l'aventure. On a la même vision, la même respiration, le même enthousiasme. Il a des bouts de trucs similaires. Il pourrait les mélanger et les apporter. Les apportant, il pourrait aussi apporter des trucs en plus. Et tout d'un coup, peut-être que j'atteins des niveaux d'échelle suffisants pour devenir efficace, sans que ça me coûte vraiment grand-chose. Et on a tiré le fil. Et on a tiré le fil. On a tiré le fil et tout d'un coup, on a réalisé que, en fait, si la personne rentre dans la holding, on peut simplifier la gouvernance. On peut simplifier la gouvernance parce qu'on peut recomposer le capital à tous les niveaux de la holding et de chacune des filiales. Et puis tout d'un coup, on peut sortir des actionnaires qui ont envie de sortir. C'est pas que ce soit des enquiquineurs. Ils ont des objectifs qui ne sont plus ceux de l'aventure entrepreneuriale. Donc plutôt que de gérer en permanence leurs craintes, leurs frustrations, peut-être que leur proposer de sortir de façon pertinente va me simplifier la gestion de mes minoritaires. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ça va m'apporter des moyens supplémentaires justement pour développer la filiale, pour accélérer le développement de la filiale. Et le résultat de ça, c'est qu'on va finir par dessiner deux problèmes résolus, à tel point que, en fait, l'aventure entrepreneuriale, elle a sans doute redémarré avec cette recomposition. Il est possible maintenant d'accélérer sur des trucs nouveaux et différents. Voilà. C'est ça la force de penser paradoxe. Vous avez quelques clés d'action. On pourrait en évoquer d'autres. N'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en évoque d'autres si ça vous amuse. J'en ai dans ma besace, mais pas la peine à ce stade euh, d'aller plus loin. Par contre, pertinent à ce stade de vous parler d'outils qu'on aime bien, dont vous nous avez entendu parler. Parce que, parce qu'il y a des trucs très fructueux dans certains des outils qu'on utilise en lien avec les paradoxes. Et je vais vous parler du coup de la TOC, vous savez, la fameuse TOC, et de l'effectuation, parce que tous les deux ont des liens avec le mindset, l'état d'esprit paradoxal. Alors la TOC, vous savez tous ce que c'est, j'ai pas besoin d'en reparler. C'est notamment le travail d'Eli Goldratt, vous avez sa tête en haut à droite. Vous savez tous ce que c'est, mais en un mot, hein, c'est la théorie des contraintes. C'est la théorie des contraintes, s'il fallait la décrire mal et vite, c'est une approche de management qu'on peut qualifier de systémique. Elle reconnaît des trucs assez puissants. Elle reconnaît que les aléas existent et que le bon sens, c'est pas forcément un truc absurde. De façon plus sérieuse, le déséquilibre est inévitable. Puisque le déséquilibre est inévitable, il faut faire avec. Premier point. Deuxième point, le déséquilibre vient sans doute de contraintes. Accorder de l'attention à la contrainte. La contrainte, ça peut être une ressource qui est limitée. Ça peut être quelque chose qui vous manque. Ça peut être une machine. C'est parfois ce qu'on appelle un goulot. Accorder une attention à la contrainte parce que bien souvent, cette simple contrainte bloque le système. Et parfois, maximiser la performance passe par une action efficace sur la contrainte. Il y a deux trucs fondamentaux que je viens de vous dire. La première chose, les aléas existent. Raisonner sans, raisonner dans un monde parfait, potentiellement, ça vous fait passer à côté du défi et du problème. Faire sans les aléas, faire sans les paradoxes, ça vous fait passer à côté du sujet. Donc apprenez à faire avec, vous dit la TOC. Elle vous dit un autre truc que j'aime bien. Ah, et mon slide va trop vite, mais c'est pas grave. Ne regardez pas le dernier bullet point.
Elle vous dit, je vous l'ai dit, hein, la performance d'un système est fonction de celle du maillon le plus faible de l'organisation. C'est très paradoxal si vous y réfléchissez bien. En tout cas, paradoxal par rapport à ce qu'on vous a appris. Ça vous dit quoi? Faites un effort de flexibilité. Ayez une flexibilité cognitive pour ne pas sauter à la conclusion. C'est dur d'aller voir ce qui marche pas, le sous-maillon qui marche pas. C'est très, très dur. Ça veut dire passer du temps dans une usine. Ça veut dire passer du temps dans une gestion de projet pour voir là où ça bloque. Et donc, c'est puissant. Flexibilité cognitive. Il y a un deuxième truc qui est fabuleux. Au-delà de ces contre-intuitifs de devoir être flexible, ça dit un truc, regardez le système. Le système a plus à vous apporter que votre solution. Alors, vous vous souvenez, dans le lean management, c'est des trucs qui, dans le Toyota Production System, c'est des choses qu'on évoque, la vision holistique. Voilà, prenez le temps. Prenez le temps. Prenez le temps parce que vous voyez qu'en fait, la TOC est cousine, en tout cas, a des liens avec le paradoxe. Peut-être d'ailleurs que, en partie, c'est une approche paradoxale, à minima paradoxale, par rapport aux tentations qu'on a. Ce qui est génial, c'est que c'est aussi vrai de l'effectuation. L'effectuation, on vous en parle aussi super souvent, vous connaissez par cœur. Je pourrais vous dire, vous savez, c'est Sarasvati. C'est cette logique d'action des entrepreneurs experts. Sarasvati, vous vous souvenez, c'est une entrepreneuse indienne qui est partie aux États-Unis, qui est devenue américaine et qui est devenue chercheuse. Et qui a fait un truc extrêmement puissant. Et elle a proposé cette effectuation, cette logique d'action des entrepreneurs. Je ne vais pas la passer en revue, mais je vais vous montrer les points qui résonnent et qui sont saillants par rapport à la notion de paradoxe. Il y a un truc qui est frappant dans l'effectuation, c'est que c'est une logique qui accepte que le monde soit incertain. C'est une logique qui dit le réel est plus fort que le plan. Et une fois que vous avez compris que le réel est plus fort que le plan, vous êtes capable d'accueillir les surprises. L'accueil des surprises, c'est l'un des principes de l'effectuation. Savoir accueillir les surprises, c'est savoir regarder au-delà du problème. C'est savoir déjà accepter de se confronter au paradoxe. Il y a un deuxième truc dans l'effectuation qui est puissant, c'est de dire que l'entrepreneuriat est une activité sociale. C'est une activité qui se fait avec d'autres. Et donc, il est important de s'ouvrir à des engagements réciproques. C'est important parce que ces engagements, souvent, vous apportent de nouveaux moyens ou de nouveaux objectifs. Et quand bien même ils n'apporteraient que de nouveaux moyens, ces nouveaux moyens vous permettent d'atteindre de nouveaux objectifs. C'est le fameux patchwork coup de l'effectuation. Regardez système, pensez système, ça vous permet d'aller plus vite et plus loin. Troisième point, l'action est première en effectuation. Elle vous invite, certes, à garder le cap, mais elle vous dit, restez ancré dans le présent. Ce qui se passe devant vous est tout aussi important que la destination, peut-être plus. C'est le fameux principe du pilote dans l'avion. Ne suivez pas le plan jusqu'au bout du plan. Parfois, il faut savoir abandonner et proposer le plan. C'est vraiment important. Votre action doit être équilibrée à votre vision. Voilà. Vous voyez, comme la TOC, l'effectuation se nourrit de l'accueil aussi des paradoxes. Au point, au point en fait que le paradoxe, le problème, peut devenir une ressource. Vous l'avez donc compris. En tout cas, si vous ne l'avez pas compris, il faut que je refasse le pitch. Embrassez les paradoxes. Embrassez les paradoxes, regardez les choses sous un nouvel angle. Faites du paradoxe un espace de liberté, un espace d'invention, un espace de découverte. Faites-le parce que ça peut vous apporter de nouvelles ressources, ça peut vous permettre de résoudre de façon assez étonnante des problèmes. N'évacuez pas le paradoxe. Je vous dis ça en mesurant une chose, moi le premier, c'est que le paradoxe est terriblement exigeant. Il est exigeant parce qu'il suppose d'accepter de penser avec. Il suppose de refuser de l'évacuer d'un revers de la main.
alors même que notre action en paraîtrait facilitée. Voilà. Le paradoxe est une ressource, pas simplement un irritant. Accueillez-le, faites-en quelque chose, quand bien même c'est exigeant. Et on est là pour ça. Vous savez que l'intérêt d'avoir des sparring partners comme le propose Melchior, c'est aussi d'avoir ce regard externe qui permet tout d'un coup d'identifier le paradoxe, de reformuler la question qui s'y pose, qui s'y niche, et peut-être d'en faire une solution. Quels sont Merci les paradoxes que Patrice. vous avez en tête et quelles sont vos réactions? Merci Patrice de nous amener au cœur de ce processus de pensée. Souvent, on va chercher une solution pour résoudre rapidement une équation au lieu de se laisser prendre, si j'ai bien compris, prendre son temps de respirer le problème apparent et pour voir quelles sont les idées qui peuvent jaillir de ça. On peut souvent dire que c'est cette tension qui amène l'entrepreneur à développer de nouvelles solutions. C'est-à-dire il Oui, existe un paradoxe dans le marché. Les gens aimeraient un iPhone à moins de 100 euros et donc il y a peut-être quelque chose à faire. Pour prendre un exemple tout à fait trivial, mais j'imagine que c'est un petit peu ce que j'ai rencontré. Tu vois, cette semaine, j'ai parlé à un entrepreneur indien qui développe une moto électrique pour le marché indien. Cette moto électrique, elle est avec son propre chargeur intégré, ce qui fait qu'elle se branche sur n'importe quelle prise électrique. Dès lors que tu peux mettre un poste de radio, tu peux recharger ta, ta moto. Et en fait, il pense qu'il va en vendre probablement 1 million la première année. d'accord. Alors, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Ben, l'avenir le dira. Mais en fait, il essaye de résoudre cette espèce de difficulté de basculer l'Inde dans une stratégie de transport décarboné. Et tous ceux qui essayent par la voiture bah, échouent. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vu des photos d'une grande ville indienne, vous avez bien compris qu'il n'y a pas vraiment de place pour plus de voitures. Et donc, c'est par le deux roues qu'il va essayer de résoudre ce problème. Son paradoxe, effectivement, c'est ce qui lui a donné cette idée. J'ai l'impression que c'est ça qu'il a fait, c'est il a pris un paradoxe et il a accepté de travailler avec les deux branches de la difficulté pour, en bon entrepreneur, apporter une réponse qui n'existait pas en fait. Oui, parce que j'oublie de dire que elle est à moins de 100 euros par mois en abonnement. Et donc, on n'a même pas besoin de l'acheter en fait. Bref, tout ça pour dire que des entrepreneurs qui résolvent d'apparents paradoxes et qui trouvent leur miel dans ces difficultés, je crois qu'on en a tous rencontré. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur la façon dont on peut prendre les choses tranquillement et non pas sauter sur le besoin d'apporter la bonne réponse s'il existait une bonne réponse à toutes ces questions qu'on rencontre.